Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Enfants de la République. Donc vous êtes l'invité Roger Faginberg. Bonjour. Bonjour. Alors Énarque, votre parcours professionnel s'est déroulé dans le secteur de la culture, au Centre national de la cinématographie, au Théâtre national de Chaillot et à Canal+, puis à la direction de l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants. Et ça, c'est entre 2005 et 2012. Auparavant, vous avez évolué en politique, d'abord au Parti communiste, jusqu'à devenir maire de Sèvres en 1978. Vous êtes exclu du PC en 1981 avec Henri Fisbin. Vous rejoignez le PS en 86 et vous le quittez pour soutenir Nicolas Sarkozy en 2007. Mais si vous êtes avec nous aujourd'hui, en cette veille du 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz, c'est que vous publiez au Seuil ce que j'ai vu à Auschwitz, les cahiers d'Alter, l'incroyable histoire d'un homme, votre père, Alter Shmuel Feiselberg, qui aurait dû être exterminé à Auschwitz et qui miraculeusement a survécu à ces années d'horreur au sein des Sonderkommando, c'est-à-dire contraint par les nazis de transporter les corps. Né en Pologne en 1911, votre père est déporté le 27 mars 1942, le premier convoi vers Auschwitz, et à son retour de déportation, il rédige ses souvenirs en polonais entre 1945 et 1946. 4 cahiers publiés pour la première fois dans ce livre. Alors pourquoi ce livre et surtout pourquoi maintenant, 80 ans après? Pourquoi ce livre? Parce que il fallait absolument que cette histoire soit connue. Mon père a été à la fois déporté dans le premier convoi, ceux dans lequel sont partis 1120 déportés, n'en sont revenus que moins de 30. Un homme qui a été pendant 18 mois affecté comme quasi-esclave dans les Sonderkommando et un résistant qui, dans les Sonderkommando, a participé à la prise des photos. Et on va parler de ça parce que c'est une séquence inconnue du public et peut-être même des historiens dont votre père parle dans ses cahiers et que vous retranscrivez dans ce livre. Alors pourquoi avoir attendu 80 ans pour publier les cahiers de votre père contenus dans une boîte à chaussures? Alors, je dirais, ce n'est pas moi qui ai attendu 80 ans. Mon père les a écrits dès la Libération, avec clairement l'intention qu'ils soient connus, qu'ils soient utilisés, qu'ils soient publiés. Mon père n'a pas survécu à Auschwitz seulement pour lui-même. Il avait la volonté de rester en vie pour témoigner, pour que, une fois les nazis vaincus, la vérité puisse se dire sur l'enfer qu'avait été celui de l'extermination des déportés et des Juifs. Et alors vous écrivez dans l'introduction de ce livre que vous n'avez pas osé ouvrir cette boîte que vous avez vue depuis votre enfance, parce que vous aviez peur de découvrir des souffrances encore plus grandes, des tortures encore plus monstrueuses, des expériences médicales pratiquées par les nazis sur les déportés, et notamment sur votre mère. Oui, tout à fait. C'est vrai, je n'ai pas... Parce que et votre père et votre mère ont été déportés. Ils ont été déportés tous les deux. Je n'ai pas osé, j'ai eu peur d'avoir à assumer cette responsabilité de découvrir, de lire et de transmettre. Et ça a duré des dizaines d'années passent, et vous ouvrez enfin cette boîte à chaussures en 2005. Oui. Quel en a été le déclic? Il y a un concours de circonstances, il n'y a jamais un seul élément, mais si je devais raconter le déclic dont vous parlez dans le livre, qui m'a amené à ouvrir cette boîte, c'est qu'en tant que directeur général de l'OSE, j'ai accompagné en 2006 les survivants de Buchenwald, ceux que l'on appelle les enfants de Buchenwald, les enfants qui avaient été confiés à l'OSE au lendemain de la libération, dont Elie Wiesel, dont Élie Buzyn, dont le grand rabbin Meyerlo. La moitié des enfants orphelins de Buchenwald ont été confiés à la France, qui les a confiés à l'OSE. Et donc à l'OSE, nous vivions avec ces adultes, ces personnes âgées qui étaient ces enfants de Buchenwald. Ils ont été invités par Geneviève Antonios de Gaulle. Alors, ils ont été... si l'OSE a accueilli ces enfants, c'est parce que Geneviève Antonios de Gaulle est intervenue auprès de son oncle le général pour que la France accepte de prendre la moitié de ses enfants et les confie à une association comme l'OSE. Donc une association, on va en parler, l'OSE, c'est important, elle a joué un rôle primordial après la guerre, l'OSE. Bien sûr, l'OSE, c'est l'association qui a sauvé des centaines et des centaines d'enfants qu'elle a cachés dans le sud de la France.
L'OSE, c'est l'association qui a élevé les orphelins, les enfants survivants au lendemain de la guerre. L'OSE, c'est aussi l'association qui a accueilli les enfants des familles d'Afrique du Nord, du Maroc et de Tunisie notamment. L'OSE a joué un rôle essentiel et joue un rôle essentiel pour la défense de l'enfance. Alors, il a fallu traduire ces cahiers, 4 cahiers. Il a fallu les traduire. Votre père les a écrits en polonais. Et ils sont dans l'édition de ce livre. Ce que j'ai vu à Auschwitz, reproduit, contextualisé, grâce notamment à l'historien Albin Perrin. Et ils sont d'une précision presque clinique. Oui. Dans cette boîte, quand je l'ai ouverte, j'ai trouvé des cahiers d'écoliers. 4 couleurs. 4 couleurs, jaune, rouge, vert et mauve. Ces cahiers étaient écrits dans une écriture très fine. Pour quelqu'un qui... Et d'ailleurs, je demande à nos auditeurs d'acheter ce livre et ils verront dans ce livre l'écriture de votre père. Oui, parce que l'éditeur a fait le choix, et je l'en remercie, de publier l'intégralité des cahiers, page par page, avec d'un côté la photocopie, la reproduction de la page, et de l'autre côté la traduction. Eh bien, la traduction et aussi le texte en polonais. Et le texte en polonais, bien entendu, pour qu'il soit totalement compréhensible et que ces documents soient non discutables, non contestables. Documents pour l'histoire. Hein. Ce ne sont pas des interprétations. Ce n'est pas un texte qui a été écrit 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 40 ans après. C'est un texte qui a été écrit dès le lendemain de la libération, entre septembre 1945 et le printemps 1946, où mon père rend compte, il témoigne. Vous verrez en le lisant, il parle très peu de lui. Alors justement, il parle très peu de lui, j'allais parler de ça. Il parle très peu de lui, il fait une allusion à sa famille. Mais c'est un livre pour les autres. Hein. Oui. Le livre, les cahiers d'un universaliste, d'un humaniste. Dans les premières pages de son témoignage, la mention juif est rayée à 2 reprises, sans qu'on l'on sache si ça vient de votre père, ou si ces ratures viennent de votre père ou d'une autre personne. Et on lit, j'ai été arrêté par la police française en tant que juif, c'est rayé, et enfermé dans un camp de concentration pour juifs rayé à Drancy, près de Paris. Ces cahiers sont dédiés aux millions de patriotes innocents et silencieux qui sont morts dans les prisons et les camps, aux villes incendiées et détruites, à l'Europe en ruine. Oui, parce qu'il voulait s'adresser à l'humanité tout entière. Ces jeunes juifs du début du siècle, qui avaient été oppressés dans les ghettos dans lesquels ils étaient obligés de vivre, voulaient sortir de leur enfermement du ghetto. Ils voulaient militer avec tout le monde. Parce que votre père, on précise les choses, hein, il était dans une famille religieuse, oui. À Varsovie. Absolument. À côté de Varsovie, à Otwock. À côté de Varsovie. Et puis là, il a tourné le dos à la religion. Oui, lui et ses frères, et son frère aîné, en effet, en voyant leur père qui passait plus de temps à la choule que dans sa famille, qui laissait son épouse s'occuper d'un foyer de 11 enfants, tenir un petit stand sur le marché d'Otwock. Ces jeunes se sont révoltés contre cet État et ont voulu s'ouvrir au monde. Donc ce n'est pas un témoignage sur l'assassinat du peuple juif, mais sur la destruction des nations au pluriel. À aucun moment d'ailleurs, comme vous disiez, en dehors d'une brève mention sur la dernière page du cahier vert, il n'évoque le sort de sa famille qu'il n'a pas revu depuis son départ en Espagne en 1937 et dont il a été son nouvelle 1937 Espagne parce qu'il a fait partie des brigades internationales, oui, aux côtés des républicains espagnols. Je pense que pour lui, ça a été un drame. Il avait rompu avec son père et il n'a pas salué son père avant de partir. Il a embrassé sa mère, ses frères, ses sœurs, et puis est arrivé ce qui est arrivé, il ne les a pas revus. Donc c'était le drame de sa vie. C'est un des drames importants de sa vie, bien entendu. Donc votre père raconte les horreurs, les humiliations, les morts et Auschwitz et la résistance à l'intérieur même du camp. C'est ça, ces cahiers. Oui, ces cahiers, c'est absolument cela. C'est un témoignage précis de quelqu'un qui, il faut bien le comprendre, en tant que déporté du premier convoi, il est arrivé à Auschwitz à un moment où Auschwitz n'était pas encore Auschwitz. C'était un petit camp. Auschwitz sans Birkenau. C'était Auschwitz sans Birkenau et c'était Auschwitz avec peu de prisonniers, peu d'internés. Et alors ce livre, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, quelque part, en quelque sorte, c'est le journal d'Anne Frank depuis Auschwitz.
On peut le dire comme cela. Il y a effectivement une ressemblance tout à fait sur l'apport de ce livre par rapport à l'histoire de cette période. Tout à fait. Alors, votre père n'est pas resté silencieux et muet. Il a été le premier à témoigner en Pologne dès avril 1945, avant le procès de Rudolf Höss par Rudolf Hess, Rudolf Höss, le commandant d'Auschwitz, et au procès de 2 gardiens SS à Francfort, c'était en 1974. Il est même revenu à Auschwitz en 1985 pour y répondre aux questions des historiens au musée du camp. Et puis, ce qui est important, c'est qu'il a résisté à Auschwitz. Oui. La résistance juive à Auschwitz. La résistance juive à Auschwitz, la résistance de ce groupe des anciens juifs des brigades internationales qui se sont retrouvés à Auschwitz, qui se sont entraînés. Mon père dit dans le livre à un moment qu'il est parfois plus important d'avoir un mot amical de la part de quelqu'un qu'on connaît plutôt qu'un morceau de pain. Il fallait pouvoir résister, il fallait pouvoir supporter cette situation. Et tous ces résistants se sont entraînés les uns les autres. Il fallait avoir envie de résister, avoir la force et la volonté de résister. Il fallait avoir la volonté de résister, mais lui, il l'avait parce qu'il avait la conviction, la certitude que l'Allemagne nazie serait vaincue. Il avait la certitude que l'armée rouge l'emporterait, puisque pour lui, le monde était binaire, d'un côté les Russes et de l'autre côté les autres. Et donc, être là pour témoigner. Il dit d'ailleurs à un moment donné que 10 fois de suite, il aurait pu se suicider. Ouais. Il aurait pu disparaître, il aurait pu avoir un acte héroïque individuel en prenant la mitraillette d'un Allemand ou en faisant un acte de... Mais il ne l'a pas fait. Son héroïsme, c'était la résistance. C'était d'exister, c'était de survivre et c'était de pouvoir témoigner à la libération. Alors, grâce aux notes de votre père, donc publiées dans ce livre, on comprend que la volonté de résister à l'intérieur d'Auschwitz émanait des membres des Sonderkommando. Non seulement les manuscrits, les photos et les témoignages de ce qui... On parlera des photos, de ces 3 photos dont vous parlez dans le livre, dans votre... on va en parler. Et les témoignages de ce qui se passait à Auschwitz-Birkenau, mais aussi du soulèvement armé qu'ils ont organisé soigneusement. Parlez-nous de ce soulèvement armé. Écoutez, dans le livre, mon père décrit de manière très minutieuse tout ce qui a été entrepris. La préparation. La préparation, la manière de récupérer des armes. De la poudre. Des armes venant de l'extérieur. De quoi faire des pansements. Si vous voulez, il s'organisait petit à petit. Et à un moment donné, la décision a été prise de ne pas lancer le soulèvement parce qu'il y avait dans le camp, je dirais, 2 positions qui étaient en débat. D'un côté, les déportés du camp principal savaient que les troupes soviétiques n'étaient pas loin, à 200 km, et se disaient il faut tenir le coup. Donc on est en quelle année ? On est en 1944. Il faut tenir le coup, il faut attendre fin 1944, il faut attendre, bientôt la libération va arriver. Les hommes des Sonderkommando, eux, avaient un autre calendrier, à savoir qu'ils savaient que les Allemands allaient tout faire pour les exterminer les uns après les autres, pour qu'il n'y ait pas de traces de ce qu'ils avaient été obligés de faire. Et alors, donc, le soulèvement n'a pas pu avoir lieu. Il a échoué, mais il a entraîné la destruction d'un crématoire et la survie seulement d'une poignée de déportés parmi les centaines de victimes de la répression de la révolte. Oui. Et parmi eux, votre père. Et parmi eux, mon père, qui était à ce moment-là dans le Sonderkommando, donc il n'a pas été pris dans la révolte qui a été menée, parce qu'il y a eu une tentative de révolte de la part du camp principal. Mais les hommes du Sonderkommando n'y ont pas participé. Alors je cite un autre passage de votre introduction du livre. Comme il est difficile d'être fils de déporté, comme il est violent d'être fils d'un déporté affecté aux Sonderkommando, comme il est complexe d'être fils de survivants qui n'espéraient plus rien pour eux-mêmes, mais tout pour leurs descendants, c'est ce que vous avez dit au début de cette émission, afin que la vie refleurisse. Difficile d'être fils de déporté, en quoi ? Difficile, pourquoi ? On le comprend, mais je préfère que vous le disiez avec vos mots. Difficile d'être fils de déporté parce que nous étions avec des parents qui continuaient à souffrir, qui avaient quotidiennement dans leur tête le souvenir de tous leurs morts, de tout ce qu'ils avaient vu, de tout ce qu'ils avaient subi, de tout ce qu'ils avaient supporté.
et qui se battait pour continuer à vivre notamment et pour nous élever, nous, en tant qu'enfants. Comment avoir envie de donner du bonheur quand soi-même on est meurtri par tout ce qu'on a vécu? Et alors, violent aussi d'être fils d'un déporté des Sonderkommando. Pourquoi? Car écrivez-vous, c'est un mot étrange, presque barbare, que vous avez entendu prononcer dès votre plus tendre enfance, sans en comprendre vraiment le sens. Je sais aujourd'hui, c'est vous qui parlez, que c'est le rôle qui fut imposé à mon père à partir de juillet 43 et pendant 18 mois, sans possibilité de s'y soustraire d'aucune manière, si ce n'est en se donnant la mort. Oui. Et il a refusé la mort. Il a refusé la mort. Oui, pourquoi? Parce que vous allez nous expliquer ce qu'est un Sonderkommando. C'est ça. Sonderkommando, c'est un terme qui est effectivement affreux, mais qui comprend plusieurs catégories. Sonderkommando était un mot qui était utilisé pour parler de ces auxiliaires de l'armée allemande qui participaient en Ukraine ou en Pologne au massacre des Juifs, notamment pour tout ce qui concerne la Shoah par balle. Mais Sonderkommando à Birkenau... Mais donc en Ukraine et en Pologne, ce n'était pas des Juifs. Hein, oui. Et là, à Auschwitz, c'était autre chose. Voilà. Mais à Auschwitz, c'était des déportés qui étaient contraints de travailler dans le Sonderkommando sous peine d'être eux-mêmes assassinés s'ils essayaient de le refuser. Et travailler dans le Sonderkommando, c'était quoi? C'était s'occuper des cadavres une fois qu'ils avaient été gazés dans les chambres à gaz avec le cyclone B, de les sortir de là, de leur enlever tout ce qui restait encore éventuellement d'objets de valeur, comme des dents en or, y compris les dents et les cheveux des femmes, puisque les femmes déportées à Auschwitz n'étaient pas, n'étaient pas tondues avant de passer à la chambre à gaz, contrairement à d'autres endroits. Et ensuite, d'emmener ces cadavres, avant que n'existent les fours crématoires dans des fosses communes dans lesquelles ils étaient incinérés et recouverts de chaux. Et ensuite, quand les fours crématoires ont commencé à exister et à se développer, à fonctionner 24 heures sur 24, à enfourner les corps dans les crématoires, à sortir les cendres et à disperser les cendres dans la rivière. Et on se dit, et vous avez dû vous dire, comment mon père, après la guerre, a pu vivre avec ça dans sa tête. Bien sûr, hein? Bien sûr. Bien sûr, c'est horrible, c'est l'horreur absolue. Et cette horreur absolue, il en est revenu. Il en est revenu, mais au lendemain de la guerre, y compris dans les organisations de résistance, etc., on se posait des questions. En gros, l'idée était un peu manichéenne. Les Sonderkommando ne devaient pas survivre. La plupart ont été assassinés par les Allemands. Comment se fait-il que quelques-uns aient survécu? Pourquoi? Et votre père se disait, pourquoi moi? Oui, hein? Bien sûr. Pourquoi bien sûr. moi? Sans doute avec un sentiment de culpabilité. Un sentiment de culpabilité, mais l'absence de réponse possible. Réponse possible. Là, ses réponses étaient ses actes de résistance. Votre père n'en a jamais parlé de son vivant. Votre père était un héros. Mon père est un héros. Mon père est, pour moi, et pour tous ceux qui l'ont connu, parce que j'ai rencontré avec lui de nombreux anciens déportés, de nombreux anciens des brigades internationales. Mes parents ne me racontaient rien à moi directement. Mais ses amis, par exemple, chuchotaient à mon oreille quand je les voyais, que j'étais gamin. Tu sais, ton père, il a fait des choses exceptionnelles. Ton père a été un héros. Ton père, on l'admire tous. Un héros, il faut le dire, hein, oui. Héros de la résistance juive à l'intérieur d'Auschwitz. Un héros. Parce qu'on a trop dit que les Juifs se laissaient assassiner comme des animaux. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. L'idée que les Juifs se soient laissés assassiner comme des animaux est maintenant combattue, et le contraire est démontré dans toute une série de travaux qui ont été présentés. Et l'exemple de mon père et de ses camarades en est... C'est pour ça qu'il est important de lire ce livre, important, bien sûr, de lire ce témoignage. Un héros aussi des brigades internationales dont on a parlé, qui est donc allé se battre en Espagne auprès des républicains espagnols. Ça aussi, il faut le dire. Oui, il faut le dire. Dès 1937, mon père était militant communiste en Pologne, dès son plus jeune âge, et a choisi en 1937 de partir combattre en Espagne. Alors la Shoah et la déportation et la résistance anti-nazie ont
hanté, on le comprend, et votre père et votre mère jusqu'à la fin de leur vie. 1987 pour votre père, 1991 pour votre mère. Vous racontez que dans votre appartement Montmartre 3, dans la cuisine, à côté de la boîte à chaussures contenant les carnets de votre père, une autre boîte, une boîte à farine, cachait un pistolet. Oui. Et vos parents vous ont fait croire pendant des années que c'était un briquet. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'était une arme que la résistance communiste avait dû remettre à ses meilleurs militants après la guerre, au cas où, puisqu'à l'époque, je dirais, l'idée de prendre le pouvoir en France n'était pas absente. Ils l'ont gardé pendant 50, 60 ans, ce pistolet? Non, ils l'ont gardé jusqu'à 1962, quand De Gaulle a failli s'opposer aux paras qui devaient arriver d'Algérie et de Corse et aller sur Vélizy-Villacoublay pour prendre Paris. Tous ces anciens brigadistes se sont mobilisés, ont sorti les quelques armes qu'ils avaient. Et puis ensuite, dès que cette affaire a été terminée, très rapidement, le briquet dont je vous parlais tout à l'heure avait disparu. Oui, on n'en a plus entendu parler. Donc résistant dans l'âme. Résistant jusqu'au bout dans l'âme. Résistant jusqu'au bout. Et pour la liberté, pour les libertés. Pour la liberté, pour la démocratie, bien sûr. Alors, comme le rappelle Serge Klarsfeld dans l'introduction du livre, votre père s'est longtemps tenu à l'écart. Longtemps tenu à l'écart. Il avait connu des démêlés avec un co-déporté. Il cite son nom dans le livre, David Chmoulevski, un autre rescapé, dont le parcours avait été parallèle au sien et dont la position dominante en Pologne après 1945 au sein de la police politique lui avait permis de s'attribuer les mérites de la résistance au camp, alors que votre père le considérait comme un déporté les plus dépravés, ayant perdu toute morale. Et puis on a envie de se dire, est-ce qu'il faut le blâmer? Est-ce que c'est pas la barbarie nazie qui l'a rendu ainsi, ce David Chmoulevski? Pour l'essentiel, c'est sans doute la barbarie nazie qui l'a rendu ainsi, mais chacun est responsable de ses actes. Bien sûr, et votre père a choisi une autre voie. Voilà. Et puis il y a l'histoire de ces 3 photos. Et je voulais qu'on en parle, que vous en parliez. Les 3 photos. Prises par les Sonderkommando. Je ne connaissais pas l'histoire de ces photos. C'est vrai? Non. La décision a été prise à un moment donné par la résistance polonaise d'essayer de prendre des photos pour les faire sortir et pour montrer à l'extérieur ce qu'était la réalité de l'extermination. Ils se sont organisés, un groupe de 4, ont récupéré un appareil photo qui était parmi les appareils qui étaient empilés dans ce qu'on appelle le Canada, c'est-à-dire cette fameuse réserve où les Allemands empilaient tous les objets ayant appartenu à des déportés. Cet appareil photo contenait une pellicule encore fonctionnelle et ils ont pu prendre 4 photos, dont une est en partie floue, mais dont 3 d'entre elles montrent parfaitement l'extermination des femmes en train de se déshabiller avant d'être amenées à la chambre à gaz et les corps fumants. Et donc ces photos, on les voit dans le pavillon 11? On les voit à Auschwitz aujourd'hui, elles sont présentes dans l'exposition qui est au mur du pavillon. Alors, au-delà des cahiers, des autres documents laissés par votre père, d'autres documents laissés par votre père font surface, comme cette cassette audio d'une conférence qu'il avait donnée dans les années 80. On va entendre l'enregistrement qui dure quelques secondes. À Auschwitz, nous, communauté des Sonderkommando, on avait vu plus que tous les autres. Qu'est-ce qui se passe? Alors cette phrase, dite par votre père, vous l'avez jamais entendue. Vous parlez ainsi, et vous ne l'avez jamais racontée directement. Qu'est-ce qu'elle évoque? Qu'est-ce qu'elle invoque en vous? Mais elle me rappelle tous les moments où mes parents parlaient avec leurs amis, avec la famille. En gros, quand ils se retrouvaient le dimanche autour de gâteaux et d'un verre de thé, de quoi parlaient ces survivants? Ils parlaient de la vie en Pologne avant, ils parlaient des camps, ils parlaient de ce qu'ils avaient vécu. Et en yiddish? Ils parlaient en yiddish. Et moi, en tant que gamin, je comprenais le yiddish et j'entendais des bribes, j'entendais des morceaux. Quand ils voyaient que j'écoutais trop et qu'ils ne voulaient pas que je comprenne, ils se mettaient à parler en polonais. Et le polonais, je ne le comprenais pas. Et ensuite, ils se remettaient à parler en yiddish. Parce qu'ils voulaient vous épargner, vous protéger. Parce qu'ils voulaient nous épargner, nous protéger. C'était leur volonté profonde, surtout faire que nous, en tant que gamins, que moi et les autres, parce que je parle pour moi, mais je peux parler aussi pour tous les autres enfants déportés, nous vivions le plus heureux possible. Et parce que vous dites,
en évitant ils évitaient de parler devant vous, mais ils vous ont transmis des ondes, des vibrations, des souffrances, des valeurs et la force de leur exemple. La force de leur exemple, j'ai essayé en effet de... Si oui, j'utilise souvent ce terme à un moment donné quand j'ai senti mon père malade et être mis de côté et se mettre lui-même de côté parce que mon père ne voulait pas se mettre en valeur lui-même. Quand il a senti qu'on le mettait de côté, il n'a pas insisté plus que cela. Mais moi, Quand il a senti que, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en 1945-46, il a témoigné à de nombreuses reprises dans les commissions officielles. Et puis ensuite, les organisations de la résistance se sont mises en place. Des directions se sont installées qui avaient leur légitimité. Il a été mis à l'écart. Mais lui et ceux qui avaient le plus connu Auschwitz et le plus souffert à Auschwitz ont été mis à l'écart. Pourquoi? Pourquoi, par exemple, quand il s'est agi de décider du statut de déporté politique ou du statut de déporté résistant de mon père, comme de tous les autres déportés, lui a-t-on refusé à l'époque le statut de déporté résistant? C'était des décisions prises par les commissions dans lesquelles les représentants gaullistes et les représentants communistes étaient les plus influents et chacun avait sa saga et racontait l'histoire de la manière dont il voulait la raconter. Et pourtant, vous m'avez dit que votre frère est resté communiste jusqu'à la fin de sa vie. Oui, ça fait partie des contradictions. Il a souffert de cela, mais il est resté fidèle à ses valeurs. Si vous voulez, il faisait la différence entre les hommes qui mettaient en place, qui agissaient, et les valeurs profondes. Et vous êtes aussi devenu communiste? Moi, je suis devenu communiste dans sa foulée, pour reprendre, comme je vous le disais tout à l'heure, le drapeau du combat. Et je me posais la question à certains moments, mais pourquoi moi-même en ai fait autant? Vous dites dans le livre, dans l'introduction du livre. Pourquoi en ai-je fait autant? Parce que par conviction, bien sûr, mais aussi pour être fidèle au combat de mon père. Vous écrivez, ai-je cherché à fuir une explication en me réfugiant très jeune dans un engagement militant sur les pas de mon père? Et vous répondez, peut-être, sans doute. Oui, oui, certainement. J'ajoute aujourd'hui certainement. Certainement. Donc vous êtes devenu maire communiste de Sèvres et votre voisinage, compagnonnage avec le Parti communiste s'est arrêté assez vite, puisqu'en 80, vous avez été exclu. Oui, parce que je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses, que ce soit l'antisémitisme en Pologne, l'Afghanistan, d'autres éléments. Si vous voulez, nous étions un certain nombre de responsables du Parti communiste, dont la direction fédérale de Paris, qui s'opposaient à la ligne officielle. Et alors, ensuite, il y a les années de l'OSE. Vous en retenez quoi? Elles vous ont apporté quoi? Et l'OSE, encore aujourd'hui, ça représente, vous en avez parlé il y a quelques minutes, mais ça représente quoi pour vous? Et puis aussi sur l'OSE, est-ce que c'est juste de dire que de vous être investi à l'OSE, c'est quelque part une manière de rendre hommage à votre père et à votre mère Régine, survivant de la Shoah? Oui, bien sûr, mais c'est d'abord l'envie à un moment donné de mettre au service d'une institution de la communauté juive qui avait une ligne qui me paraissait tout à fait intéressante et correcte, qui alliait à la fois je dirais la tradition et une modernité, la laïcité aussi dans ses engagements, de mettre au service de cette organisation ce que, en tant que haut fonctionnaire ou en tant que cadre supérieur dans des entreprises, j'avais pu apprendre. Oui, parce que vous avez été haut fonctionnaire dans un certain nombre J'étais au ministère de la Coopération et du Développement. Et ensuite à Canal+. Dans le groupe Canal+, dans la filiale africaine de Canal. Donc mettre au service de la communauté ce que j'avais pu apprendre modestement dans ces expériences, pour moi c'était devenu quelque chose d'important. Et donc petit à petit, je me suis rapproché des instances de la communauté, je les ai mieux connues et j'ai contribué à développer l'OSE pendant plusieurs années. Et alors, est-ce que c'est juste de dire aussi que la publication de ce livre, c'est l'aboutissement de deux vies, celle de votre père et la vôtre? L'aboutissement de mon père, c'est évident. La mienne,
je ne souhaitais pas en parler. Pour vous dire vrai, le projet de ce livre, au départ, n'était pas tel qu'il est aujourd'hui. Je n'avais pas envie de parler de moi, je ne souhaitais parler que de ce qu'avait vécu mes parents. À travers vous, vous parlez de votre père et vous parlez des autres. Je parle de mon père et je parle des autres, et surtout, j'essaye de montrer aussi qu'on peut être fils de déporté, fils de survivant, et se construire une vie positive, réaliser un certain nombre de choses, contribuer à la vie sociale en général. Et vous dites fils, on peut dire aussi petit-fils ou petite-fille, petits-enfants de déportés, parce que vous parlez aussi des conséquences engendrées sur leur descendance des déportés, sur les générations suivantes, et vous en êtes l'une des expressions. Oui, j'en suis une des expressions. Il y en a de multiples. J'ai beaucoup lu d'exemples et de récits concernant les souffrances des enfants de déportés, souvent des textes écrits par des psychologues, des psychanalystes, des médecins, des textes terribles. Moi, j'ai toujours considéré que je m'en étais plutôt bien sorti. Je ne vais pas dire que j'ai une vie normale, à peu près, mais quand je raconte qu'en tant qu'enfant de déporté, j'ai eu une enfance heureuse, il y a un certain paradoxe entre être heureux et être heureux après tout ça. Oui, parce que vous écrivez, cette boîte à chaussures contenait, écrit en lettres de sang et de larmes, le témoignage de ce qu'a supporté mon père, comme des millions d'êtres humains, des hommes, des femmes, des vieux et des enfants dont bien peu ont survécu. En effet. Et l'une des questions qui taraude le fils de déporté que je suis est de se dire pourquoi moi ai-je pu vivre et bien vivre alors que tant d'enfants auraient mérité, peut-être plus que moi, de le faire. De vivre et de survivre. De vivre et de survivre, bien évidemment. Et donc vous racontez aussi dans ce livre que votre père et vous racontez vous-même, comme vous l'écrivez, la construction de la conscience qui est la vôtre dans une famille qui a vécu l'après de ce que fut l'une des pages les plus sombres de l'histoire de notre civilisation. En effet. En effet, c'est une chose essentielle. Comment remercier à tout jamais ces parents qui ont tout fait pour prendre sur eux, prendre sur leur survie à eux, je dirais le fait de tout donner à leur descendance, de tout donner à leurs enfants. Je dis souvent, quand je regarde un peu, mon père, par exemple, ne vivait plus pour lui-même au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Il vivait, il survivait, il vivait pour moi, pour me permettre de m'épanouir. Cette génération de survivants a vécu pour que les fondements du monde juif renaissent avec la génération à laquelle ils allaient donner naissance. Il ne vous parlait pas de la déportation, est-ce qu'il vous parlait de la Pologne d'avant-guerre ? Il parlait un peu de la Pologne d'avant-guerre. Il parlait peu de la Pologne d'avant-guerre. C'était des mauvais souvenirs pour beaucoup. Est-ce qu'il parlait de l'histoire juive, des Juifs en général ? Mon père parlait plus du combat politique que de l'histoire des Juifs en général. C'est pour ça que je vous pose la question. Voilà. C'était un militant communiste. C'était un militant communiste jusqu'au bout. Avec un accent yiddish. Avec un accent yiddish, mais communiste jusqu'au bout des ongles, bien sûr. Et puis il y a aussi les questions que vous posez. Comment vivre ? Vous l'écrivez dans le livre. Comment vivre, survivre, comment revivre, comment naître, comment se construire et se reconstruire. Comment justement ? Moi, le choix et ma manière de répondre, ça a été l'engagement. Je me suis engagé dans l'action sociale et dans l'action politique, et c'est ce qui m'a permis de me construire. Sur les traces de ce qu'avait été le combat de mon père, mais de me construire et d'avancer, et puis à un moment donné aussi de considérer que ma mission était de regarder ce qui se passait vraiment, et à partir du moment où je n'ai plus été d'accord avec un certain nombre de choses dans le fonctionnement de ce parti ou dans sa manière de voir le Parti monde. Communiste. Parti communiste, eh bien, j'ai commencé à le dire. Quelque part, j'ai aussi fait comme mon père, qui s'était parfois opposé en Espagne à des décisions qu'il estimait injustes de la part de la direction du PC. Moi, à mon tour, à un moment donné, j'ai considéré qu'il y avait des choses que je n'acceptais pas et qu'il fallait le faire savoir. Et comme votre père, vous vous êtes mis à l'écart ?
Et comme mon père, je me suis en vous battant quand même. Je me suis pas mis à l'écart. J'ai choisi de continuer le combat politique d'une autre manière. D'une autre manière. Et je ne vous ai pas posé la question sur le cheminement de ces cahiers. Donc, 2005, vous les découvrez précisément. Combien de temps vous avez mis donc à faire ce travail de rédaction? Alors, nous avons mis plusieurs années avec Alban Perrin à faire le travail de traduction et d'écriture et de réécriture des cahiers pour qu'ils soient dans un langage compréhensible. Ça a duré 4-5 ans. Et puis ensuite, nous avons essayé... Donc ça remonte à 20 ans. Hein. Ça remonte à 20 ans, oui. Ça fait 20 ans de travail, mais de travail de gens qui étaient... Et de réflexion. Et qui étaient en même temps occupés à d'autres choses. Alban travaille au mémorial de la Shoah et il y a des activités qui le prennent beaucoup. Donc ce qu'il faisait, c'était sur ses nuits et ses week-ends. Moi-même, j'avais des responsabilités et des activités diverses, mais nous avons avancé, nous avons cheminé petit à petit. Et puis surtout, arriver à lire ces documents et à les comprendre, moi, ça m'a pris un temps fou parce que c'était douloureux, c'était difficile. Mais à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait investiguer et documenter un certain nombre d'informations. Par exemple, mon père a été déporté de France, mais il n'a quasiment pas vécu en France. Il n'a été en France que dans les camps d'internement du Sud entre septembre 39 et puis 41. Donc Argelès, Rivesaltes et Gours. Rivesaltes, Gurs et Saint-Cyprien. Et Saint-Cyprien. Ensuite, il est à Lorient dans une usine Todd qui recrutait du personnel dans les camps d'internement. Là, un combattant des brigades polonais non juif le reconnaît et menace de le dénoncer en disant « mais toi tu es juif ». Il s'enfuit donc de Lorient pour rejoindre Paris et des camarades de la Résistance. Et quelques semaines après, il se fait arrêter par la police française. Et donc il se retrouve à Drancy. Donc il ne connaissait que cela de la France. Non. Et alors, 80 ans après, hein, vous participez ainsi que votre père à la transmission de la mémoire de la Shoah. Oui, bien sûr. Parce que vous dites aussi, cette responsabilité vous a hanté tout au long de votre vie et vous hante encore aujourd'hui. Oui, parce que je savais que je possédais là des documents qui étaient tout à fait importants et les historiens le confirment, puisque mon père apporte un certain nombre d'informations ou de précisions qui sont tout à fait utiles au travail des historiens d'aujourd'hui. Et je me disais qu'il faudrait que je l'utilise et que je fasse quelque chose. Et à un moment donné, je me suis dit que je ne pouvais pas laisser cette mission à mes enfants qui n'avaient pas vraiment connu mes parents, et que si quelqu'un devait faire cette transmission, c'était à moi, qui était le lien entre cette histoire et mon père. Vos parents ont connu au moins un peu vos enfants ? Mes parents ont connu l'un de mes fils. Et il y a eu des dialogues entre eux, des échanges entre eux ? Ils ont un peu plus discuté avec lui qu'avec moi. Ouais, c'est pour ça que je vous pose la question. Bien sûr. Parce que ça a souvent été le cas. Ça a souvent été le cas, en effet. Mais un peu plus seulement. Voilà. Et alors, ce livre, c'est donc aussi le livre de la transmission. Et vous racontez une anecdote du temps où vous viviez à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour Canal+. Vous travaillez pour Canal+. À la fin de l'année scolaire, vous le racontez. Donc, vous êtes à la fin de l'année scolaire, avant de rentrer en France. Votre fils est allé rendre visite à l'ambassadeur d'Israël, puisque l'ambassade d'Israël est en face de vos bureaux. De l'autre côté de la rue, en effet. L'ambassadeur d'Israël, c'est Gadi Golan. Et qu'est-ce qu'il lui dit à votre fils ? Il lui demande où il en est. Nous sommes dans les années 80. Hein. On est dans les années 92-93. Et à bar mitzvah, quand est-ce que... Et mon fils lui répond, après la Shoah, après ce qui est arrivé à mes parents, où était Dieu pendant la guerre ? Et Gadi, que je voyais très régulièrement à Abidjan, me dit, c'est la question la plus terrible à laquelle il m'est été amené de répondre. Et je crois qu'il est resté sans voix quand mon fils lui a posé cette question. Et alors vous écrivez, alors c'est renforcé dans mon esprit la question de la transmission. Bien sûr. Et on a beaucoup d'émotions en disant ça. Oui, bien sûr, ça s'est renforcé. D'autant plus que ma vie a évolué. Je me suis remarié. Ma femme
et séfarade tunisienne. Nous avons eu un enfant ensemble. Ma femme a une fille issue d'un mariage précédent, donc une famille recomposée, origine ashkénaze, origine séfarade. Et donc, comment transmettre à toute cette famille cette histoire? Et mon bonheur aujourd'hui, c'est de voir comment, avec la publication de ce livre, cette histoire est devenue l'histoire de toute la famille. De toute la famille et des 6 millions. Et des 6 millions. Et des 6 millions. Comment transmettre la mémoire de la Shoah, justement, 80 ans après la libération d'Auschwitz, quand l'antisémitisme renaît de nos cendres, renaît des cendres des 6 millions? Comment? Écoutez, là encore, par la confiance et le combat, moi je suis de ceux qui estiment qu'il faut être là. Cette expression yiddish, wir sind du. Nous sommes présents, nous sommes là. Nous restons là, nous ne reculons pas, nous ne cédons pas, nous nous battons et nous avons confiance. Et vous qui venez de la gauche, comment vous vivez le fait de constater qu'aujourd'hui, l'antisémitisme est porté par une partie de la gauche, en l'occurrence par LFI? Comment vous le vivez? Pourquoi parlez-vous de la gauche en parlant de LFI? Non, mais une partie de la gauche, une un parti qui se revendique de la gauche. Une partie de ceux qui étaient auparavant de gauche et qui ont évolué vers le camp de l'antisémitisme et qui utilisent et qui exploitent tout cela pour des desseins à la fois purement politiques pour certains, et parce qu'aussi une certaine forme d'antisémitisme a toujours existé dans les différentes formations de gauche, historiquement. Depuis Dreyfus. Depuis Dreyfus, par exemple. Un sondage récent de Ipsos pour le CRIF démontre les ravages de la stratégie de Mélenchon, de la stratégie, je vais le dire, antisémite de Mélenchon. 20% des sympathisants de LFI souhaitent le départ des Juifs de France, 40% affirment avoir de la sympathie pour le Hamas, 55% adhèrent à au moins 6 clichés antisémites. De quoi LFI est-il le nom? De quoi Mélenchon est-il le nom? Écoutez, pour moi, c'est le nom de ceux qui ont renié leurs valeurs, qui ont sombré dans une lecture de l'histoire qui ne représente l'absurdité. J'en suis à la fois triste parce que j'ai connu il y a de nombreuses années un Mélenchon qui était un humaniste et un républicain. Qui avait lu l'hommage à Charb lors de ses obsèques il y a 10 ans. Voilà. Ben pour constater ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais un antisémite? Cette histoire est celle des Doriot, celle d'autres dirigeants de gauche que l'on a pu connaître dans les années 30. Et est-ce que Mélenchon et LFI ne sont pas en train de pourrir la jeunesse de France en ayant choisi une stratégie depuis 7 octobre qui vise à fidéliser un électorat omnibulé et par la haine d'Israël et par la haine des Juifs? Oui. Parce que quand on voit des sondages qui ont été faits récemment, par exemple, ce sondage mené par Jewish Claims Organization, une organisation européenne qui montre une image inquiétante du degré de connaissance de la Shoah dans le monde occidental. L'étude a été menée dans 8 pays, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Autriche, l'Allemagne, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, et elle révèle qu'un adulte sur 5 en France affirme ne pas être certain d'avoir déjà entendu de la Shoah, mais chez les jeunes de 18 à 29 ans, ils sont 46% à déclarer ne jamais avoir entendu de parler de la Shoah en France. Et dans les pays observés, les jeunes de 18 à 29 ans pensent que le nombre avancé des Juifs exterminés pendant la Shoah est exagéré. 21% le pensent en France. Ils disent qu'il y a au plus 2 millions de Juifs victimes de la Shoah. 21% en France et aux États-Unis. J'ai entendu, j'ai lu ces résultats de ces sondages. C'est terrible de voir aujourd'hui comment nous assistons à une inversion de la représentation des valeurs. Quand on parle des Juifs aujourd'hui, on parle pour certains, d'un peuple génocidaire. Génocidaire et quasiment nazi. Nazification des États-Unis. Voilà. Alors que quand on regarde ce qu'est l'histoire du peuple juif depuis l'origine, on ne trouvera nulle part les traces de la moindre agression des Juifs contre qui que ce soit d'autre. Au contraire. Alors, que dirait votre père, que dirait votre mère qui sont restés jusqu'au bout au Parti communiste en découvrant les ravages de l'antisémitisme d'un parti qui est de gauche?
Je ne vais pas extrapoler ce que pourrait être leur opinion aujourd'hui. Je m'y refuse. Ce ne serait pas digne de ma part d'exploiter à mon tour ces choses-là. Mais vous savez, mon père s'est aussi battu à l'époque contre certaines formations dites de gauche, contre lesquelles ils ont eu maille à partir. Bon, il faut se battre. Voilà. Il faut se battre. Et alors, est-ce que vous avez parlé d'un dicton yiddish il y a quelques instants, un autre qui a sans doute été à l'origine du choix de la France par vos parents et par tant de juifs originaires d'Europe de l'Est, heureux comme un juif en France. Est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui ? Pour moi, ça le demeure. Mais je dois vous dire que lorsque j'ai remis aux archives du mémorial de la Shoah il y a une semaine, les cahiers en dépôt pour qu'ils soient conservés là-bas, pour la première fois de ma vie, je me suis interrogé pour savoir si j'avais raison de faire confiance à une institution installée en France, fût-elle le mémorial de la Shoah. Vous auriez préféré les envoyer au Yad Vashem ? J'ai hésité un instant, mais un court instant. Mais j'ai hésité quand même. Mais j'ai hésité, mais j'ai répondu... Pourquoi ? Parce que, effectivement, quand je vois ce qu'est la montée ou ce qu'a pu être la montée de l'extrémisme antisémite en France, je m'inquiète, mais en même temps, je pense que ces gens-là seront défaits, qu'ils seront réduits et que l'avenir des Juifs en France pourra toujours être un avenir heureux. Ces gens-là, c'est-à-dire les antisémites de LFI. C'est-à-dire les extrémistes. Les extrémistes, et les extrémistes, il y en a à gauche et il y en a à droite. Oui, mais aujourd'hui, ceux qui m'inquiètent le plus et qui, pour moi, font le plus de ravages, ce sont les extrémistes de gauche. Alors, avant de conclure, je rappelle, Roger Feigenberg, que votre livre, Ce que j'ai vu à Auschwitz, les quarts d'Altéen, est publié au Seuil, et aussi que vous êtes ce soir au Théâtre de la Ville pour la présentation de votre livre. On peut s'inscrire sur le site du Théâtre de la Ville, et je dis ça à nos auditeurs qui veulent aller vous entendre ce soir au Théâtre de la Ville. Ce sera avec plaisir. Merci en tout cas pour votre témoignage. Merci aussi à votre père de nous avoir transmis la mémoire d'Auschwitz et des 6 millions. On se retrouve cet après-midi à 14h10 pour le Forum Radio J, dont l'invité est l'ancien ministre de l'économie et député Renaissance de Haute-Savoie, Antoine Armand. Merci. Merci à vous.